À l'ordre, s'il vous plaît. La Commission reprend ses travaux. Il nous fait plaisir d'accueillir les représentants de la Coalition contre la répression et les abus policiers. Alors, bienvenue à la Commission. Je vous rappelle, vous avez 10 minutes de présentation, puis on a un échange avec les membres de la Commission. Donc, je vous invite à vous présenter et à débuter votre présentation. Et encore une fois, merci beaucoup de participer aux travaux. Merci à vous, Monsieur le Président. Alors, Alexandre Popovic, porte-parole de la Coalition contre la répression et les abus policiers. Je suis accompagné de Mme Tracy Wing à côté de moi et je vais commencer sans plus tarder. Alors, pourquoi suis-je ici aujourd'hui? Parce que j'ai bien du mal à dire au sujet du projet de loi 45. Projet de loi qui menace l'indépendance des coronaires permanents à l'égard du gouvernement. Projet de loi qui va compliquer la vie inutilement de familles de victimes qui cherchent à avoir des réponses à des questions de base. Projet de loi qui va faire en sorte qu'il y aura encore moins d'investigation du coroner, donc encore moins de transparence. Projet de loi qui va faire en sorte que des décès de citoyens vont être balayés en dessous du tapis. Mais moi, je ne suis pas venu ici pour me chicaner aujourd'hui. Je suis venu ici pour voir si on peut s'entendre sur une couple d'affaires, sur des principes que je qualifierais de fondamentaux. On peut-tu s'entendre que l'inamovibilité des coronaires permanents est une garantie de leur indépendance à l'égard du pouvoir exécutif? On peut-tu s'entendre que ce n'est pas au gouvernement de dire au coroner quand est-ce qu'il doit commencer à écrire son rapport? On peut-tu s'entendre qu'une obligation d'informer le bureau du coroner du suivi des recommandations qui n'est pas accompagnée de conséquences en cas de manquement, que ça risque de ne pas être pris au sérieux par des gens qui ne prennent pas au sérieux la protection de la vie humaine? On peut-tu s'entendre que les délais de 2 ans pour avoir un rapport d'investigation du coroner, ça fait dur en Moses? Et si oui, qu'est-ce que le gouvernement va faire par rapport à ça? On peut-tu s'entendre que quand une personne vulnérable perd la vie dans un centre de réadaptation, le minimum, c'est qu'il y ait au moins un rapport d'investigation du coroner? Et on peut-tu s'entendre que quand une personne perd la vie alors qu'elle est déjà privée de sa liberté, le minimum, c'est également un rapport d'investigation du coroner? On peut-tu s'entendre que les familles des victimes ne devraient pas avoir à se battre pour avoir droit à des informations de base comme celles qu'on retrouve dans un rapport d'enquête policière? Parce que c'est ça qu'on va arriver si on dit à ces familles-là de s'adresser à la police. On peut s'entendre que la police, ça ne leur tentera pas de donner des rapports d'enquête policière à des familles de victimes, surtout s'ils se doutent bien que ces familles de victimes-là risquent de s'en servir pour demander justice et pour traîner la police en cours, donc de revenir contre la police. Et si on peut s'entendre là-dessus, alors on peut s'entendre que le rapport d'enquête policière devrait demeurer annexé au rapport du coroner et que les familles devraient continuer à passer par la coroner en chef pour les obtenir. On peut-tu s'entendre que quand on perd un frère, un père, une sœur, une mère dans des circonstances violentes, qu'un rapport d'investigation de 3 ou 4 pages qui contient 0 recommandation, c'est pas suffisant? On peut-tu s'entendre que les familles des victimes méritent mieux que ça? On peut-tu s'entendre que les familles des victimes méritent d'avoir toutes les réponses à leurs questions, surtout les familles des victimes qui ont perdu un proche aux mains de la police? Et si oui, on peut-tu s'entendre que le meilleur véhicule de transparence, c'est l'enquête publique du coroner, comme l'a préconisé le coroner Paul Dionne dans son rapport d'investigation sur le décès de M. Robert Hainaut? On peut-tu s'entendre qu'une enquête publique du coroner, à chaque fois qu'un citoyen se fait tuer par la police, ce n'est pas une demande déraisonnable? Et si oui, on peut-tu s'entendre qu'en moyenne, 8 enquêtes publiques du coroner sur ce sujet-là, c'est raisonnable de demander ça? Comment ça se fait que dans la majorité des provinces et territoires canadiens, la législation sur les coroners prévoit des critères pour tenir des enquêtes publiques du coroner sur les décès de citoyens aux mains de la police et que la loi québécoise ne dit rien là-dessus? Comment ça se fait que le Québec est en retard par rapport au reste du Canada sur ce sujet-là? Comment ça se fait que le projet de loi 45 ne dit rien là-dessus et est muet là-dessus? On peut-tu s'entendre que ce n'est pas le coroner ni son procureur qui sont mandatés pour agir à titre d'avocat pour la famille de la victime? On peut-tu s'entendre que ce n'est pas une enquête publique du coroner qui est le moment pour s'improviser comme avocat? Moi, je suis rendu à ma 4e enquête publique du coroner, puis je peux vous dire que les avocats des polices, là, ils sont vite sur le piton quand c'est le temps de s'objecter, quand la question est mal formulée. On peut-tu s'entendre que ce n'est pas aux familles des victimes de payer de leur poche pour avoir droit à un avocat dans une enquête publique du coroner quand c'est la police qui a pesé sur la gâchette? On peut-tu s'entendre qu'avoir droit à une aide financière de l'État pour ces familles-là, c'est une demande raisonnable? On peut-tu s'entendre que ça ne va pas mettre le Québec en faillite?
Si on peut s'entendre sur tous ces sujets-là, je ne serai pas venu ici pour rien. Je vais maintenant passer la parole à Mme Wing. Merci. Alors, bonjour. Mon nom, c'est Tracy Wing. Je suis la mère de Riley Fairholm, un adolescent en crise qui a fait un appel à l'aide. Riley a été abattu le 25 juillet 2018, une balle à la tête. Le policier, dont le nom m'est inconnu, était à 32 mètres de Riley. Il était barricadé derrière son VAP. L'intervention a pris seulement 61 secondes. Je suis ici pour parler au nom de Riley, au nom des autres victimes et des futures victimes. Mais je suis aussi ici pour parler au nom des victimes vivantes, les mamans, les papas, les grands-parents, les sœurs, les frères, les proches, les amis, pour exiger que l'État devrait tenir une enquête publique du coroner chaque fois qu'un citoyen perd la vie ou la police a employé de la force. Ça fait 763 jours que mon fils m'a été volé et je n'ai pas encore reçu le rapport du coroner. Permettez-moi de vous ramener à la nuit du 24-25 juillet 2018. C'était une journée comme les autres. Riley avait congé. Il a été au glissade d'eau. On a parlé de son projet pour son e-store. On a soupé. Rien d'anormal sauf la chaleur. Quand j'ai été me coucher vers 21 h, Riley jouait à Uno avec ses amis sur le Xbox. À 1h42, j'ai reçu un texto de mon fils disant « Je t'aime ». C'est code pour nous qu'il n'allait pas bien. J'ai vu une lettre au sol devant ma porte de chambre. Je suis partie à sa recherche parce qu'il ne répondait pas à mes appels ni mes textos. Je suis arrivée sur les lieux d'intervention à 1h56 et je pouvais voir qu'une première répondante faisait des manœuvres de réanimation sur une victime. Lorsque je me dirige vers la victime, je suis interceptée par une policière de la Sûreté du Québec qui me demande si on peut s'asseoir dans ma voiture et pourquoi je suis là. Je lui dis que je pense que c'est Riley et je lui demande s'il s'est pitché devant une voiture. Elle m'a questionnée, interrogée et je lui ai conté ma vie et celle de Riley. Je lui ai donné la lettre qu'il m'avait laissée. Elle me dit qu'elle ne peut confirmer ni infirmer que c'est mon fils et que si c'était lui, je ne voulais pas le voir comme ça. Elle me dit d'aller à l'hôpital. À 3h05, nous sommes à l'hôpital. Le docteur nous dit que c'est mon fils, qu'il est mort et que c'est impossible de le voir parce que la police est là. Une trentaine de minutes plus tard, Geneviève Racine, SQ, m'informe que mon fils est décédé suite à une intervention policière. Pendant 1h30, son père et moi-même avons été amenés à croire que Riley était mort par suicide et non par homicide. Depuis son décès à aujourd'hui, j'ai suivi toutes les démarches qui me sont accordées par la loi, parce qu'on s'entend que si vous êtes tué par la police, les informations sortantes sont le strict minimum. Au début d'août 2018, j'ai exercé mes droits et j'ai demandé le rapport du coroner. J'ai aussi conservé des registres de toute correspondance avec le bureau d'enquête indépendant. En décembre 2018, j'ai déposé une plainte déontologique qui est présentement en enquête. Depuis septembre 2018, j'ai écrit plus de 25 lettres d'accès d'information au bureau d'enquête indépendant, à la Sûreté du Québec, à l'hôpital et aux services préhospitaliers. L'hôpital et les services préhospitaliers m'ont accordé l'information demandée. Par contre, la plupart de mes demandes d'information au BEI et à l'ASQ ont été refusées. En juin 2019, j'ai déposé ici, à l'Assemblée nationale, une pétition pour le port de caméras corporelles et dashcam pour tous les policiers au Québec. En octobre 2019, lors de la rencontre avec le DPCP et le BEI, il m'informe que je pourrais faire une demande au coroner pour le ou les compléments de rapport. C'est fait. En novembre 2019, le BEI m'informe que je peux demander une révision. Alors, j'écris de demander d'avoir l'analyse du DPCP et sur quels éléments de preuve se sont-ils basés pour se prononcer que la force mortelle était nécessaire, qu'une balle à la tête d'un adolescent en crise était nécessaire. Je n'ai pas eu de réponse, c'est des secrets professionnels. À la fin novembre 2019, j'écris au coroner en chef demandant une enquête publique concernant le décès de mon fils. Mais quand je n'ai pas le rapport, on va attendre à cette chose-là. Alors, le 27 juillet 2020, j'écris à la direction de la SQ avec des questions précises, notamment le nom des policiers qui a fait feu
et les témoins. Le 12 août, je fais un suivi en demandant au moins un accusé de réception et je n'ai pas encore reçu un accusé de réception. Si l'intervention et la force mortelle est justifiée, pourquoi devrais-je faire ces démarches? C'est pour ces raisons que je demande à vous, Madame la ministre, de mandater que l'État tienne une enquête publique du coroner chaque fois qu'un citoyen perd la vie dans des circonstances où la police a employé la force. Je vais vous parler un peu de Riley. Mon fils avait 17 ans. Il était un étudiant médiocre. Il travaillait au IGA, à la caisse rapide, dans une cantine. Il avait les yeux bleus, cheveux bruns, il était grand. Il était populaire avec les filles. Il était charmant, empathique et drôle. Il n'a jamais tenté de s'enlever la vie. Il n'avait aucun antécédent criminel ou judiciaire. Il ne consommait pas ni alcool ni drogue. Il avait des projets de prévus. Il avait 17 ans. Mon fils était comme la plupart des adolescents de son âge, comme vos enfants, comme vos petits-enfants, comme vous étiez peut-être à l'adolescence. Mon fils Riley avait des problèmes de santé mentale, dépression et l'anxiété. Vous savez, j'aurais jamais pensé que cela pourrait arriver à nous autres. Mais pire que le décès de mon fils, ce que l'État me dit que ce n'est pas de mes affaires. Merci beaucoup pour votre temps. Merci pour vos présentations. Madame la ministre, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci à vous deux d'être présents aujourd'hui. Évidemment, je pense que je parle un peu pour tout le monde autour de la table en disant que votre témoignage est très, très émouvant et vous avez toute mon empathie comme mère d'abord, bien sûr, et évidemment comme élu. On veut travailler, nous, au bien commun des citoyens et je comprends à 100% pourquoi c'est important pour vous d'être ici aujourd'hui et je vous remercie. Ça ne doit pas être facile de faire ces témoignages-là, de faire les démarches, de répéter son histoire tout le temps, donc je veux vraiment vous remercier. Merci beaucoup. Et M. Popovic, on s'est connus dans d'autres circonstances. Merci aussi d'être ici. Quand je dis on s'est connus, ce n'est pas de la grande familiarité, mais dans le temps que j'étais au bureau du coroner, on s'est côtoyés, notamment dans une enquête publique de coroner. Donc, merci beaucoup. Je vais saisir, je pense, l'occasion offerte par votre témoignage, Madame, sur les délais. Vous dites, ça fait longtemps que vous attendez le rapport du coroner. Et M. Popovic l'a abordé aussi la question des délais de livraison des rapports de coroner. Je l'ai dit ce matin d'entrée de jeu, c'est quelque chose qui me préoccupe, moi, les délais de livraison des rapports de coroner. Alors, est-ce que, si vous avez pris connaissance du projet de loi, il y a des mesures dans le projet de loi qui visent, entre autres, à offrir au coroner en chef des possibilités de gestion qui, et encore là, c'est le souhait qui est derrière le projet de loi, qui, on l'espère, pourrait faire en sorte que les délais de livraison des rapports de coroner soient réduits. Est-ce que pour vous, ce sont de bonnes mesures et est-ce que vous avez une appréciation, comme je disais tout à l'heure, je pense entre autres, peut-être pour être plus précise, à l'article, je pense, 20 du projet de loi, là, qui prévoit des raisons pour lesquelles on peut transférer un dossier, puis donc, mais l'esprit derrière ça, c'est de donner au coroner en chef des leviers pour pouvoir améliorer les délais de livraison des rapports. Pour les délais, en ce qui concerne les délais, c'est une bonne idée, mais s'il enlève les éléments et les compléments, donc, qui est le plus important, c'est 2-3 pages d'une investigation, ça ne donnera pas vraiment toutes les explications et les démarches ou les circonstances du décès. Alors, pour moi, que les compléments, et c'est ça qui est le plus important, que ça reste avec le rapport du coroner. Et sur les délais, puis peut-être, M. Popovic, si vous voulez intervenir aussi, parce que j'entendais dans votre présentation à vous 2 éléments qui me sont parus contradictoires, mais je vous donne l'occasion de le clarifier. Vous avez dit, c'est pas au gouvernement de dire au coroner quand commencer à écrire son rapport, et vous avez aussi dit 2 ans d'attente pour un rapport, on peut-tu s'entendre que ça n'a pas de bon sens? Donc, je ne sais pas si j'ai mal décodé le premier élément ou mal interprété, mais pour moi, il y a quelque chose de contradictoire dans le sens où si on se donne les leviers dont je parlais pour essayer de resserrer les délais, bien oui, ça passe par des leviers de gestion sans s'ingérer dans le rapport comme tel.
avec le but d'éviter justement 2 ans d'attente pour un rapport qui n'a pas de bon sens. Puis je suis d'accord avec vous que c'est très long. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, écoutez, moi, je pense que le coroner, quand il se sent prêt à écrire son rapport, il devrait le faire sans délai. Alors, je pense que ça lui appartient et de lui dire de différer la rédaction de son rapport selon ce que j'ai compris d'une des dispositions dont je ne me rappelle pas le numéro dans le projet de loi. Je ne pense pas que ça va aider dans ce sens-là. Et vous avez mentionné, Madame la ministre, qu'il y a une disposition qui prévoit de transférer des dossiers. Je demeure à convaincre que ça va vraiment améliorer la diligence de la production du rapport du coroner si on transfère le dossier puis qu'il y a un autre coroner qui doit repartir à zéro. Cela dit, il y a aussi la problématique à l'effet que le coroner doit souvent attendre la conclusion de l'enquête du BEI et il y a la prise du délibéré de la directrice des poursuites criminelles et pénales qui s'ajoute au délai. Donc, il y a une question qui est complexe à travers tout ça. Et je dois vous avouer bien humblement que le problème, je le trouve difficile à résoudre, ce problème de délai-là, qui demeure bien évidemment inacceptable, mais c'est pour ça que je crois que les familles qui doivent attendre, souvent comme Mme Wing, plus de 2 ans pour avoir des réponses à leurs questions, pourquoi ne pas leur donner le meilleur forum pour avoir ces réponses-là? Parce qu'un rapport du coroner, on ne peut pas l'interroger. On ne peut pas avoir des réponses quand on interroge un rapport du coroner. On est pris avec ce qui est écrit dedans, mais quand que les policiers qui sont impliqués doivent venir s'expliquer en public, doivent venir répondre aux questions des avocats, incluant des avocats de la famille, je pense que c'est la meilleure façon d'obtenir des réponses. Alors, la question des délais, je pense que, et à moins qu'on me corrige, on risque d'être pris avec ça pendant un bon bout de temps. Alors, tant qu'à ça, aussi bien avoir un processus qui donne les vraies réponses au bout du terme, selon moi. Madame la ministre? Oui, vous avez raison de dire qu'il y a une partie des délais qui sont imputables à des partenaires sur lesquels on n'a pas, moi comme ministre, je ne peux pas là, influer sur la loi, sur les services de santé, par exemple, pour les autopsies ou autres éléments comme ça. Ce qu'on touche aujourd'hui, c'est vraiment ce qui est du pouvoir du coroner en chef. C'est pour ça que moi, ma prétention, c'est qu'en donnant plus de levier au coroner en chef, elle ou il va pouvoir agir sur ce sur quoi elle a directement du pouvoir, c'est-à-dire les délais qui sont imputables aux coroners eux-mêmes, qui ne sont pas tous les délais, on en convient, mais je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Maintenant, effectivement, comme gestionnaire, il y a une question de sensibilisation des partenaires qui doit se faire, puis un leadership à exercer pour continuellement sensibiliser les partenaires à l'importance d'avoir des délais respectables. Mais pour ce qui est du projet de loi comme tel qui touche la loi constitutive du bureau du coroner, moi, c'était mon objectif. Aussi, si vous avez des suggestions ou en tout cas quelque chose par rapport vraiment à agir sur les délais qui sont imputables au coroner, sachez que je suis très ouverte. Je vais passer à un autre point sur, puis là, vous l'avez dit, là, un peu les familles, la représentation des familles dans les enquêtes publiques. Mais je m'intéresse plus largement. C'est vrai, vous dites que ce n'est pas le temps de s'improviser avocat dans une enquête publique. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Moi, l'impression que j'ai, c'est que justement le coroner et son procureur travaillent de près normalement avec les familles dans une enquête publique. Je parle des enquêtes publiques. Est-ce que vous avez, vous, une appréciation qualitative du travail qui est fait de soutien, de préparation, d'accompagnement du coroner et de son procureur avec les familles ou autres parties intéressées, mais là, je vais m'en tenir aux familles parce que c'est ça qui nous occupe, qui nous préoccupe le plus en ce moment, dans le cadre d'une enquête du coroner. Bien, écoutez, Madame la ministre, moi, mon expérience que j'ai, c'est que le coroner et son procureur, dans les enquêtes auxquelles j'ai pu participer, étaient pleins de bonne volonté et faisaient vraiment leur possible pour accommoder les familles. Je pense, entre autres, à l'enquête publique du coroner sur les causes et circonstances du décès du jeune Brandon Morris à Messine, un jeune âgé de 17 ans comme M. Riley Fairholm, le 16 novembre 2015. La famille n'avait pas d'avocat. L'État avait refusé de payer les frais d'avocat pour cette famille-là et la mère de famille avait elle-même contre-interrogé le policier qui a tué son fils. C'est vraiment une situation que j'estime déplorable. Et je pense que, rendu là, on parle de bricolage.
on parle d'essayer de s'organiser avec le très peu de moyens du bord. Mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que ça. Je pense que le gouvernement, l'État québécois, a les moyens de faire beaucoup mieux que ça. Et franchement, demander une aide financière pour les familles, comme c'est prévu d'ailleurs dans un projet de loi 12 qui a été adopté à l'unanimité, incluant par votre formation politique, Madame la ministre, le principe est fait l'unanimité parmi, et c'est rare, je pense, à l'Assemblée nationale. Alors, qu'est-ce qu'on attend encore 7 ans plus tard pour que ce règlement-là sur l'aide financière aux familles des victimes, dans le cadre d'une enquête publique du coroner sur un décès aux mains de la police, comment ça se fait qu'on attend encore plus de 7 ans plus tard? Madame la ministre? Oui, mais vous pourriez poser la question aussi à mes collègues ici, parce que pendant 5 ans, ils ont été là aussi, puis le règlement n'a pas été adopté. Donc, je veux juste sensibiliser, mais moi, je suis en train de réfléchir justement à comment est-ce qu'on devrait concocter ou qu'est-ce qu'on devrait prévoir dans ce règlement-là exactement pour le baliser de manière intelligente, équitable et réaliste. Vous voyez la nature de ma réflexion. Je suis en train de réfléchir à ça. Alors, si vous avez des suggestions, encore là, elles sont les bienvenues. Comme ce sera un règlement, il n'y a pas de commission, il n'y a pas d'études générales, il n'y a pas de... Donc, si vous avez des suggestions pour ce règlement-là, encore là, elles sont bienvenues. Je dis ça parce que ça peut être dans une correspondance après la commission, parce que le temps n'est pas infini ici, là, donc, encore une fois, je suis ouverte. Un autre point que je voudrais aborder avec vous, c'est, puis on l'a abordé avec le groupe qui vous a précédé, l'Association des juristes, la question de l'accès à l'information. Vous savez que dans le projet de loi, on prévoit d'exclure les rapports d'agents de la paix des annexes du rapport du coroner, c'est ça? Et vous savez comment ça fonctionne actuellement. On fait une demande d'annexe pour avoir le rapport des agents de la paix. Le bureau du coroner décide à son niveau si oui ou non la demande est recevable. La décision est sans appel. Ensuite de ça, si elle est acceptée, c'est traité au ministère de la Sécurité publique. On fait le lien tout ça. Si c'est refusé, c'est sans appel encore une fois. Et ça ne fait pas l'objet d'un encadrement par la loi, donc il n'y a pas de délai maximum. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'idée de les exclure pour pouvoir les faire passer par le canal standard, balisé de la loi sur l'accès à l'information pour qu'il y ait des délais maximums et des appels à la caille advenant un refus ou une décision jugée insatisfaisante? Alors, je peux vous dire, Madame la ministre, que j'ai quand même beaucoup d'expérience en matière d'accès à l'information, des demandes, je les compte même plus, là, je n'ai fait des centaines, j'ai souvent plaidé devant la Commission d'accès à l'information également. Je peux vous dire que je peux en fait vous prédire que si on demande aux familles de passer par ce canal-là, les familles vont frapper un mur, tout simplement. Puis je peux vous dire qu'avoir une audience, à cette heure, c'est des audiences téléphoniques avec la COVID, là, mais avoir une audience, juste avoir une audience, ça peut prendre un temps fou. Alors, moi, je peux vous dire... Une audience à la caille, vous voulez dire? Oui, une audience à la Commission d'accès à l'information. Écoutez, comme moi, j'ai des dossiers, j'ai des demandes là, qui remontent à il y a 4 ans. Là. Donc, c'est un processus qui est extrêmement long. Et je peux vous dire aussi, Madame la ministre, que je suis en contact avec un certain nombre de familles de victimes qui sont passées par le processus qui existe présentement, donc d'adresser la demande à la coroner en chef, et que des familles des victimes ont réussi à obtenir des documents, des centaines de pages de documents qui, si je me fonde sur mon expérience en matière d'accès à l'information, ne les auraient jamais obtenus. Alors, je pense que c'est déjà assez dur pour les familles de même d'obtenir des informations, comme l'expliquait Mme Wing. Ce que vous prévoyez dans votre projet de loi, c'est de leur rendre la vie encore plus dure à ces gens-là. Madame la ministre? Parfait. Merci. Comme il me reste peu de temps, je vais aborder un dernier point sur lequel j'aimerais vous entendre. Vous avez parlé de l'indépendance des coroners, l'importance de l'indépendance des coroners. Je suis tout à fait d'accord. Et moi, je considère que dans le projet de loi, on préserve l'indépendance du coroner, voire on la renforce, parce qu'on tasse encore plus les processus de sélection-nomination et pas de nomination, ça continue d'être le gouvernement qui nomme, mais de sélection et de renouvellement du seul pouvoir politique. Là. Donc, ce sera dans un règlement. Je suis consciente qu'on n'a pas le règlement ici, donc c'est difficile de se prononcer, mais je vous donne l'esprit général de ce que je compte mettre dans le règlement et avoir des comités indépendants qui vont juger de la qualité des candidats, qui vont produire une liste de personnes qu'ils jugent aptes. Et ensuite, même chose pour les renouvellements, il y aura un comité et tout ça, puis on fait des recommandations au ministre. Alors moi, je juge que c'est plus objectif comme processus que simplement au bon vouloir d'un ministre qui décide si oui ou non on renouvelle ou on nomme quelqu'un.
Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là ou qu'en pensez-vous finalement? Ben moi, je vois tout simplement pas la nécessité d'avoir des coronaires qui ont des mandats de 5 ans. Je vois pas du tout pourquoi que la loi est changée dans ce sens-là. Les coronaires, c'est un peu... ça a un statut de tribunal, comme on le sait, en vertu de l'article 36 de la Charte des droits et libertés de la personne. Et donc, la garantie d'indépendance d'un tribunal, et c'est bien connu et ça a été dit plusieurs fois dans la jurisprudence, c'est l'inamovibilité. Donc, si au bout de 5 ans, le coroner, il ne sait pas s'il va encore avoir sa job, il n'a plus son indépendance, tout simplement. Donc, c'est un recul et ça risque d'être la confiance du public envers cette importante institution qu'est le bureau du coroner qui va en pâtir, malheureusement. Madame la ministre? Oui, bien, comme je disais, l'idée, c'est que le renouvellement du coroner reposerait sur une recommandation faite par d'autres personnes que des politiciens. C'est dans ce sens-là que je dis que moi, je trouve qu'on tasse d'autant plus le processus du politique. Je comprends que vous me parlez de l'inamovibilité, mais dans la mesure où il y aurait une durée définie, l'idée, c'est vraiment de le tasser le plus possible du pouvoir politique, justement pour assurer cette indépendance qui est très importante. Quand on passe au fait, entre autres, que les coroners font beaucoup de recommandations à l'endroit même du gouvernement, j'estime que c'est important que leur sort ne dépende pas d'un politicien. Je pense que j'ai probablement écoulé mon temps, fait que je voulais faire s'il reste du temps, vous voulez réagir. Rapidement. Ah, bien, écoutez, je pense que je ne peux pas parler pour les coroners, mais si j'essaye de me mettre à leur place, je pense que je serais beaucoup plus à l'aise de savoir que je n'aurai pas quelqu'un, quelque part, dans l'appareil étatique qui va comme décider, quelque part, si ma job doit être renouvelée ou pas. Merci beaucoup. Monsieur le député de Vimont, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous d'être ici. Merci. J'ai regardé avec attention votre mémoire. Merci de l'avoir préparée, parce que ça prend toujours du travail préparer ces mémoires-là. Donc, bien beau que c'est en papier, mais il y a quelqu'un qui l'a pensé puis quelqu'un qui l'a écrit aussi. Donc, merci. Merci, Madame, de votre témoignage aussi. Moi aussi, grande empathie envers vous. Écoutez, moi, je peux parler comme père, mais aussi comme grand-père. Donc, je peux m'imaginer. Donc, vraiment, un témoignage poignant, je pourrais vous dire. Vraiment, je l'ai pris vraiment d'une manière sensible. Écoutez, on regarde au niveau équité, on regarde aussi indépendance, transparence. Je regarde dans votre mémoire, vous questionnez sur le fait que la volonté de la ministre de donner au gouvernement le pouvoir de nommer un coroner en chef qui n'est pas nécessairement lui-même coroner. Je voudrais vous entendre là-dessus. Je comprends tout simplement pas l'idée derrière ça, la nécessité de faire ça. Moi, il me semble qu'une personne qui est déjà coroner, qui sait déjà comment que ça fonctionne, qui connaît ce métier-là, je pense que c'est la personne qui est la mieux placée pour, disons, être au top de la pyramide, là. Effectivement, tantôt, on a rencontré justement l'Association des coroners, puis il mentionnait justement que ça prenait un certain temps pour être habilité. Donc, ça prenait de l'expérience du fait qu'il n'y a pas de formation en la matière pour devenir coroner. Vous, est-ce que vous êtes penché là-dessus, sur le côté formation? Parce qu'on sait bien qu'il y en a qui vont parler comme quoi ça, oui, on va l'apprendre sur le tas, qu'on pourrait dire. Mais si on veut être plus efficace, peut-être, parce qu'ils ont parlé d'une formation assez courte, est-ce que vous êtes penché là-dessus pour pouvoir avoir les meilleurs résultats possibles pour la population? Eh bien, pour être bien honnête, je n'ai pas la prétention de m'être penché là-dessus, Monsieur le député de Vimont. Bon, merci. Je regardais aussi dans votre mémoire, vous parlez d'effectifs aussi, qui est un facteur... vous mentionnez de délai. Vous parlez des régions éloignées, manquant de coroner, comme la Gaspésie, Côte-Nord, le Saguenay, Lac-Saint-Jean, puis là, vous en nommez d'autres. Donc,
vous l'avez soulevé, mais est-ce que vous avez eu des idées là-dedans? Parce qu'on a vu aussi dans les coronaires, l'association des coronaires, il y a aussi des coronaires c'est majoritairement des médecins. Mais pensez-vous qu'on devrait l'ouvrir peut-être à des infirmières ou des gens qui sont dans le milieu de la santé, comme on parlait de psychologues tantôt. Donc, est-ce que vous avez pensé à ce côté-là? Bien, encore une fois, je dois répondre par la négative en toute honnêteté à cette question-là, Monsieur le député. Et, donc, je dois reconnaître que je ne suis pas la meilleure personne pour donner une réponse valable à cette question-là. Je vous pose la question parce que vous l'aviez dans votre mémoire, donc je me suis dit, sûrement, ils ont eu une réflexion, à moins que madame soit capable, là, mais écoutez, OK, donc vous n'êtes pas la meilleure personne, donc c'est bon, il n'y a pas de problème là-dessus. Écoutez, je comprends, on parle de délai, puis j'en conviens que le délai, c'est le nerf de la guerre, parce que j'écoutais madame tantôt, c'est les délais par-dessus des délais, puis on attend. Avez-vous réfléchi peut-être que le coroner pourrait peut-être donner un rapport partiel ou parce que j'entendais tantôt, puis là, si je me trompe, là, il me semble que j'ai entendu que les coroners rentraient aussi, communiquaient avec les familles. Est-ce que c'était le cas pour madame? Est-ce que parce qu'à un moment donné, je peux comprendre l'attente, ça doit être abominable, tard de savoir. Puis là, vous attendez depuis... J'aimerais juste répondre que ça a pris 18 mois avant de savoir qu'il y a eu une balle à la tête. Tu sais, j'avais demandé au BEI, à la SQ, à l'hôpital, combien de balles qu'il a reçues, combien de projectiles, où. 18 mois. C'est le DPCP qui me l'a dit après qu'elle m'a expliqué que les policiers, il faut que ça tire dans la masse centrale. Après, elle me dit, bien lui, il a tiré à la tête. Il n'a pas visé ici. Il a voulu le tuer, c'est bien écrit. C'est écrit « La force mortelle était nécessaire ». Puis j'ai pas eu d'explication pourquoi que ça a été nécessaire. Les autres déclarations des autres policiers ne disent pas que c'était nécessaire. Il n'y a pas un chef qui a dit « shoot ». Tu sais, c'est de 1 minute qu'ils l'ont vu, il est là, 61 secondes, il est à terre, il est mort. Fait que j'ai pas eu d'explication à ce sujet encore. Et j'attends. Puis je vais entendre encore du temps, puis je suis patiente, très patiente. Merci, M. le député. Il y a patient, là, mais... J'ai pas d'autre option. Oui, je comprends. Tu sais, si je crie, là, je vais être la mère qui est fanatique, tu sais, qui veut juste la vengeance, puis c'est pas de la vengeance qu'on veut. On veut la vérité, on veut la justice. On veut apprendre des interventions, on veut faire mieux. J'espère que vous voulez faire mieux. J'espère que les policiers veulent faire mieux. Je ne suis pas sûre que ce policier-là, il est fier de son coup, là, d'avoir tiré à la tête à 100 pieds, à noirceur, à un garçon qui tournait 300 secondes sur des 360, les mains en l'air, verticales. C'est pas pointer un fusil, mais j'ai pas d'explication encore à ça. Fait que moi, je m'en fais des propres scénarios. M. le député. Merci. Monsieur Popovitch, dans votre mémoire, toujours, vous parlez que, justement, faites référence aux articles 23, 24, 26, 29 et 31 du projet de loi, là, qui vient apporter des changements majeurs au régime de transmission du document victime. Donc, ces modifications, est-ce que c'est pour corriger en grande partie qu'est-ce qu'on vient d'entendre de madame? Est-ce que ça va plus loin ou je voudrais vous entendre là-dessus? Non, ça va clairement pas assez loin. C'est comme... C'est quasiment comme si on mettait un petit prix de consolation pour les importants reculs en matière de transparence qu'il y a dans ce projet de loi. Et c'est une grande raison pour laquelle que je suis ici. C'est pour justement dire que déjà, il y a beaucoup de problèmes de transparence. Il ne faut pas reculer encore plus, là. Alors non, c'est nettement insuffisant, là, les dispositions auxquelles que vous faites référence, Monsieur le député. Madame la députée de Vaudreuil. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame Wing, j'ai entendu l'histoire là, que vous nous racontez. Je comprends que vous êtes patiente. Comme disait mon collègue, il y a une limite
il y a quand même une limite, mais je suis curieuse de savoir qu'est-ce qu'on vous donne à chaque fois comme réponse pour reporter le délai, pourquoi, qu'est-ce qu'on vous le donne par écrit, puis c'est quoi l'argument pour toujours reporter? Le coroner en chef, il ne donne pas d'argument ou de raison pour lequel. Lui, j'attends pour son rapport. Au début, quand je demandais des informations, c'était toujours, le dossier c'est en train de se faire enquêter. Puis il y a des informations, si on en parle tout de suite, ça peut nuire à l'enquête. L'intervention a pris 20 minutes de l'appel 911 que mon fils a fait pour dire qu'il y avait un adolescent en crise. À 20 minutes plus tard, il est mort. Alors, pour moi, ça ne prend pas 18 mois d'une enquête de BEI. Il n'y avait pas de témoins. Il y avait 6 policiers et Riley. Alors, c'est ça les délais qui me disent qu'ils sont 3 joueurs. On a le BEI, le DPCP, le coroner. Alors, comme le BEI m'ont expliqué, on est tous sur le plancher de danse. On danse, mais on ne danse pas à la même chanson. Alors, c'est comme chaque organisme est mandaté à faire certaines choses, mais ils ne peuvent pas les faire avant qu'un autre organisme ait terminé. Alors, c'est 10 mois pour le BEI, un autre 8 mois pour le DPCP. Le coroner, il a commencé, mais il n'a pas vu les dossiers encore, les enquêtes. Je ne m'attends pas qu'il regarde ça, puis que dans une semaine, il va avoir une réponse. Alors. Ce que je comprends, c'est qu'à date, vous n'êtes pas au courant du processus. Est-ce que vous avez accès aux documents au fur et à mesure ou vous avez accès pour le moment, à aucune donnée de l'enquête, aucun rapport? Un rapport d'enquête. J'ai pas l'autopsie. Le DPCP m'a informé que Riley avait son taux d'alcool, il était à 0 et de drogue, parce qu'habituellement, on les voit dans les communiqués. Puis moi, je me suis dit, il n'est pas dans le communiqué, fait que ça devait être qu'il était à jeun, hein? Ça, c'est ça les explications que j'ai. Vous pouvez tout le voir sur le site du DPCP. C'est 2 pages et demie. Et 1 page et demie explique l'article 25. Des réponses, c'est pas des réponses à des questions que vous posez précisément, soit au DPCP ou... Au DPCP, je leur ai demandé c'était quoi leur analyse, c'est sur quoi ils s'étaient fondés pour... puis ils m'ont dit que c'était des secrets professionnels, je n'avais pas accès. Quand je demande à la SQ combien de policiers sont arrivés sur la scène, c'est en enquête, demande-le au BEI. Quand je demande au BEI, ils me disent, ça appartient à SQ, demande à SQ. J'ai des cartables pleins. Est-ce que vous êtes représenté? Avez-vous un avocat ou vous faites toutes ces démarches-là toute seule? Je fais ces démarches-là par moi-même avec la Ligue des droits, avec aussi Alexandre m'a aidé beaucoup. J'ai un ami avocat, mais il n'est pas mandaté à m'aider. C'est un ami de la famille. Parce que la journée aussi que mon fils est décédé, son père a été arrêté pour menace de mort envers la police. Alors, il fallait que lui soit représenté. Alors, c'est comme ça que notre ami est venu dans le portrait, mais il n'est pas mandaté. C'est vraiment terrible comme histoire. Puis je trouve que vraiment inexplicable, les délais. Dur à vivre aussi là, pour la famille des victimes. Vous en avez parlé dans votre mémoire, la représentation juridique, puis je vous voyais bouger un peu quand je parlais de représentation juridique. Votre position sur la représentation juridique? C'est non seulement ma position, mais c'est aussi celle du bureau du coroner, parce que je cite à un moment donné le manuel, l'investigation qui a été produit en 2001. Ça prend un avocat. Les familles qui deviennent des parties intéressées, donc qui deviennent, disons, un joueur dans cette game-là d'enquête publique, ça leur prend un avocat, parce que sinon, là, le déséquilibre entre la représentation des parties devient aussi évident que le nez au milieu du visage. Je suis d'accord avec vous que ça peut être, quand on arrive dans le monde juridique, puis je comprends non plus que c'est pas nécessairement un procès en tant que tel, mais que tout ce qui entoure tout ça, c'est le monde juridique, là. On se fera pas croire que c'est d'autre chose que c'est une simple enquête, là. Si jamais il y a une enquête, pour moi, il y a 6 policiers qui étaient sur la scène, plus un autre.
Alors, ils vont être représentés chacun par au moins un, Oui. probablement deux, là, un syndical puis un de la ville. Alors, ça va faire 13, bien, si je peux compter 7, 14 avocats et moi. Le déséquilibre est vraiment... T'sais, ça saute aux yeux. Merci, M. le Président. Merci. M. le député de Chamédé, s'il vous plaît. Merci, M. Popovic, Mme Wing. Je pense que c'est important que les parlementaires, Mme Wing, entendent des témoignages comme le vôtre, parce que très souvent, quand on va légiférer, on légifère sur des documents, sur des choses qu'on a lues, sur des choses qu'on a entendues. Je pense que vous veniez de nous le rappeler, que 763 jours plus tard, vous n'avez même pas l'information de base. C'est majeur. Que vous veniez nous rappeler que tout est à vos frais, que vous faites des démarches, c'est toutes vos démarches à vous, que vous n'êtes pas conseillé légalement. Ça pourrait être compris dans un règlement qui pourrait être adopté, et je suis très heureux d'entendre que Mme la ministre va régler le problème, elle. Le PQ ne l'a pas réglé, puis les libéraux ne l'ont pas réglé, mais elle va le régler. Ça serait extraordinaire qu'elle puisse le régler avant l'étude détaillée. J'aurais le goût de vous dire, ou j'aurais le goût de vous demander, Mme Wing, est-ce qu'on ne devrait pas, puisqu'on ouvre la loi, est-ce qu'on ne devrait pas mettre dans la loi, pour les coronaires, une série ou certains détails d'informations de base que les familles des victimes devraient avoir, ou que le coroner serait en droit, ou qu'il y aurait une obligation légale, parce que c'est pas normal qu'après 763 jours, vous soyez encore à vous demander ces informations de base-là. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on devrait inclure dans le projet de loi actuel puisqu'on rouvre la loi? Je peux vous dire que le BEI m'ont expliqué, quand ils sont venus nous rencontrer la journée même, qu'eux, ils nous expliquent la façon que ça fonctionne. Alors, j'étais toujours au courant que les délais étaient pour être plus longs. Je suis pas sûre que c'est à la place du coroner de m'informer de quand que le BEI va avoir fini son investigation, parce que avant de se rendre au coroner, j'ai le BEI à passer au travers. Après, c'est le DPCP de passer au travers. Puis j'ai été chanceuse d'avoir eu une rencontre de 4 heures. Parce qu'il y en a d'autres familles qui n'ont pas ça. Qu'eux, ils ont le communiqué qui est envoyé par le courriel. Et voilà, on ne porte pas accusation. C'est pas nécessairement qu'on veut qu'il y ait des accusations. Mais la responsabilité, c'est que mon fils il est mort par une balle. Il ne s'est pas enlevé la vie. C'était un homicide. Si lui aurait tué le policier, on ne serait pas ici. Là. On aurait eu le rapport du coroner. Je serais en train de le visiter en prison. Alors, c'est pas égaux du tout. Et je ne suis pas sûre que le coroner qui me dit que ça va prendre du temps, parce que je le sais que ça va prendre du temps. Puis lui, il n'y a pas d'informations. Le BEI peuvent me dire qu'il y a eu une balle à la tête. Tu sais, il y avait 6 policiers. Ils ne me l'ont pas dit. C'était un policier qui l'a tiré. Ils ne m'ont jamais dit ça. J'ai su ça le 28 octobre 2019. Alors, entre juillet et octobre 2019, j'ai eu 1001 scénarios dans ma tête. Une, c'était que ça avait pris 6 minutes. Puis ça, je l'ai vécu pendant au moins, c'est presque 18 mois, là, 6 minutes. Alors, le 28 octobre, quand Maître Rollet m'a dit que ça a pris 61 secondes, j'ai dit, ils n'ont pas négocié avec. Il faut que j'arrête l'auto, il faut que je sorte l'auto, il faut que j'aille derrière l'auto, il faut que je lève mes bras. Pas de temps de parler, là. Fait qu'il y a des manquements. Ça, c'est pas des informations qui auraient nuit à l'enquête du tout. Fait que je suis pas sûre que c'est à la place au coroner de me dire c'est quoi les délais et pourquoi m'en attendre. Je pense que c'est à la police, c'est au BEI, c'est au DPCP. C'est eux qui mènent
de la façon que ça va être géré, la façon que ça va, la rapidité du... Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup de votre participation aux travaux de la commission. C'est très Merci. apprécié. Cela dit, la commission suspend ses travaux jusqu'à 14 heures cet après-midi. Merci.